Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Visionary. Donc c'est un webinaire où on va parler du constructeur Visionary, qui est un fabricant exclusivement AV sur IP, qui a de très gros intérêts économiques, mais surtout techniques. On va voir que c'est un constructeur riche en fonctionnalités et en performance. Avant d'attaquer, il faut un petit peu de culture technique pour comprendre pourquoi on en est arrivé à l'AV sur IP et pourquoi ça a du sens aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les signaux HDMI sont complexes, sont omniprésents dans le monde de l'intégration, et selon les besoins, on va avoir intérêt à les transporter pour résoudre une problématique de distance. On va devoir les distribuer, c'est-à-dire être capable d'envoyer une source vidéo vers plusieurs displays. On va être obligé de les commuter, ça veut dire le contraire, sélectionner une source à envoyer vers un display. Et si on mixe un petit peu les deux derniers items, on va devoir les matricer. Matricer, ça veut dire avoir plusieurs sources, plusieurs displays et être en mesure d'envoyer n'importe quelle source vers n'importe quel display. Pour avoir une solution complète et fiable, il faut aussi qu'on soit capable de faire du scaling, c'est-à-dire modifier, être capable de toucher le signal pour que quel que soit ce qu'envoie la source, ce soit accepté par le display. Et à tout ça, il faut qu'on soit capable de l'intégrer dans une solution d'intégration audiovisuelle complète, c'est-à-dire faire interagir tout ça avec la partie contrôle, avec la partie audio, pourquoi pas faire du Dante, de l'USB tactile, et surtout, depuis quelques années, on est dans la quasi-obligation de prévoir des systèmes permettant de faire de la visioconférence dans les salles. Et qui dit visioconférence va dire transport des signaux USB. Aujourd'hui, si on reste sur un système d'intégration audiovisuelle classique, chacun de ces items pourrait être fait avec un appareil en particulier. Un extendeur HDMI, par exemple, pour affronter la distance, un distributeur, un sélecteur ou un petit scaler avec une entrée et une sortie. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on est capable de proposer une matrice. La matrice va mixer la partie distribution et la partie sélection, ce qui amène à la fonctionnalité de matrissage. Et on a certains appareils qui vont être capables de gérer telle fonctionnalité et en plus telle autre fonctionnalité. Mais voilà, chaque fabricant fait un petit peu sa propre sauce et on est obligé à chaque fois de trier, de se dire, alors attends, tel produit, il va faire la partie matrissage et la partie extension, mais pas la partie scaling, etc., etc. Maintenant, si on bascule sur la solution AV sur IP, on va dire de base, ce sont des solutions qui, par défaut, vont être capables d'assumer, pour la très grande majorité d'entre elles, les 4 premiers items, à savoir transporter, distribuer, sélectionner et matricer. Alors, quel est l'intérêt d'une solution AV sur IP? Toujours pareil, sans citer de marque. Le premier, c'est que l'élément central, c'est plus un châssis fixe de routage audiovisuel, mais c'est un switch informatique, d'accord, un switch réseau. Le principe, c'est que chaque source va être mise à disposition sur le réseau au travers d'un encodeur qui va transformer le signal HDMI en paquet IP. Et chaque source pourra être réaffichée sur un display à l'aide d'un décodeur qui va faire tout simplement la conversion inverse. L'intérêt, c'est qu'avec un système AV sur IP, comme ça va fonctionner sur du câble catégorie 5E, catégorie 6, catégorie 6A, etc., plutôt que d'être soumis à des normes d'installation et de mise en service, comme le HD BAST, par exemple, qui est très exigeant en termes de qualité de câble, qualité de liaison, qualité de terminaison également, là, en fait, on va simplement être soumis à des normes qui sont connues pour le réseau, à savoir transporter, dans la plupart des cas, du gigabit. Et transporter du gigabit aujourd'hui, en termes de câblage, en termes de technicité, en termes d'installation, c'est extrêmement facile. Okay. L'autre intérêt, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, un système réseau, quel qu'il soit, la limite en termes de câblage pour faire du gigabit, c'est 100 mètres. Donc la partie extension 100 mètres, elle est considérée d'office acquise. Un autre intérêt d'une solution AV sur IP, c'est qu'on va pouvoir dimensionner l'installation à l'entrée et à la sortie près. Ça veut dire que si j'ai besoin de rajouter une source, j'ai simplement besoin de rajouter un encodeur. Si j'ai besoin de rajouter 2 displays, j'ai tout simplement besoin de rajouter 2 décodeurs.
Et ça en fait un système extrêmement évolutif, parce que le seul élément limitant dans une installation AV sur IP, ça va être le switch. Et non seulement c'est un élément qui est très peu coûteux comparé à un châssis de matrice AV traditionnel, mais en plus de ça, on n'est pas forcément obligé de faire du remplacement quand on arrive en limite en termes de nombre de ports. On va pouvoir, dans certains cas, tout simplement rajouter un deuxième switch et faire ce qu'on appelle un uplink entre les deux. Okay. Et donc, on voit que dans la solution AV sur IP de base, on remplit les quatre premiers items. Il nous reste la partie scaling et la partie intégration générale dans le reste de l'environnement, qui n'est pas nécessairement inclus. On va bien évidemment voir qu'avec Visionary, et notamment avec leur série 5, on va couvrir l'ensemble de ces besoins. Maintenant qu'on parle de Visionary, qui sont-ils? C'est une société américaine qui a été fondée en 1995 et au départ, ils étaient plutôt fabricants OEM. Fabricants OEM, ça veut dire qu'ils fabriquaient des produits ou des morceaux de produits pour être ensuite rachetés par d'autres fabricants pour qu'ils les intègrent dans leur solution. D'accord ? À partir de 2002, ils ont commencé à fabriquer leur première gamme de produits en nom propre. Ça veut dire que les produits AV sur IP Visionary, estampillés Visionary, sont sortis réellement en 2002. Et Visionary, ils ont été pionniers sur des petits points spécifiques, mais très importants. Ils ont été un des premiers, voire le premier, à faire de l'intégration Dante directement dans leurs produits. Et il me semble qu'ils ont été un des premiers, voire les premiers aussi, à faire du transport USB isochrone. Isochrone, ça veut dire qu'on peut transporter du clavier et du souris, mais également des périphériques audiovisuels comme des webcams, des speakerphones, des DSP, etc., etc. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que Visionary, c'est une société qui est spécialisée dans l'AV sur IP. L'AV sur IP, c'est leur métier unique. Ils ne font que ça, ils excellent dans ce domaine. Ce n'est pas un fabricant qui a un catalogue monstrueux avec des extendeurs HD basse T, des sélecteurs, du câble, des accessoires, etc., etc. Non, non, ils n'ont qu'un seul mot d'ordre, eux, c'est l'AV sur IP. Alors, quelques petites anecdotes, ils ont notamment 2 projets marquants. Le premier, c'est ils ont équipé un hôtel qui s'appelle le Resort World Las Vegas. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui, au sein d'un réseau audiovisuel unique, accueillait encore il y a quelques mois, il parlait de 2500 endpoint Visionary, donc des encodeurs et des décodeurs. Et la petite nouvelle qu'il y a eu, c'est que le Resort World Las Vegas a renouvelé son partenariat avec Visionary pour encore les 3 années supplémentaires. D'accord ? Ça veut dire qu'on est sur une installation extrêmement conséquente, particulièrement exigeante. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans des casinos, fait des intégrations dans des casinos, on sait tous qu'ils sont extrêmement exigeants. Et l'hôtel a décidé de continuer son partenariat avec Visionary, ce qui est plutôt bon signe. Visionary, ils ont également envoyé du matériel dans la Station spatiale internationale, notamment des encodeurs. C'est des produits qui ont été installés sur l'ISS en 2014 et qui sont toujours en service à l'heure actuelle. Okay. Et alors, je n'ai pas les détails de l'histoire, mais je suppose que la maintenance sur site est compliquée. On ne peut pas envoyer un technicien avec son camion réparer ou remettre en service un produit en panne. Donc, je suppose que depuis 2014, ça tourne et ça se passe bien. Visionary, c'est 2 gammes de produits, la série 4 et la série 5. Ces 2 gammes comprennent des encodeurs et des décodeurs. D'accord ? Les différences sont très simples entre les deux. C'est que la série 4 ne saura faire que de l'UHD 60 Hz en 4.2.0. En termes de transport USB, elle ne fera que du souris-clavier. Et en termes de latence, on retombe sur le classique 1 frame de retard, à savoir environ 33 millisecondes. D'accord ? Maintenant, on a la série 5, qui est on va dire la tête de pont chez Visionary et qui est la gamme à succès chez eux, qui, elle, sait faire du 60 Hz 444. Alors, c'est une donnée, ça, qui va être
rarement utile en termes de résultat final, sauf dans des cas spécifiques comme le militaire, l'analyse d'images, le médical, etc. Mais c'est souvent plutôt une case à cocher dans les appels d'offres. D'accord ? Donc voilà, il faut savoir qu'ils savent faire de l'UHD 60 Hz 444. La série 5, par contre, sait transporter de l'USB, quel que soit le périphérique. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout les flux isochrones, à savoir tout ce qui va être flux webcam et flux audio, qui proviennent de DSP USB, de speakerphone, etc., etc. Et avec la série 5, cette fois-ci, on est capable d'atteindre une latence glace-to-glace de 2 millisecondes, okay, ce qui en fait un acteur très performant sur le marché. Tout ça en 1 gigabit. Juste faire attention, les produits de la série 4 sont tous compatibles entre eux, et les produits de la série 5 sont tous compatibles entre eux. Mais on ne peut pas se servir d'un encodeur série 4 pour être décodé par une série 5, par exemple. OK ? Alors, le line-up Visionary, il est extrêmement simple. On va le voir en détail après, mais on a 3 encodeurs au format boîtier, on verra le détail tout à l'heure, et on a 6 encodeurs au format wallplate. En termes de décodeurs, on a uniquement 3 produits, 3 décodeurs au format boîtier. Et si jamais vous en avez besoin, ils ont également un multiviewer qui est capable de récupérer 4 encodeurs sur le réseau, de recréer une mosaïque sur mesure au pixel près, chaque cellule au pixel près, et ensuite de leur renvoyer non seulement en tant que flux encodé pour être décodé par un autre produit Visionary sur le réseau, mais aussi pour être mis directement à disposition en HD. Il y a également des nouveaux produits qui arrivent très prochainement. Quand je dis très prochainement, c'est tout simplement qui seront complètement dévoilés la semaine prochaine lors de l'Infocom. Et c'est des produits qui viennent boucher un petit trou qui existait, notamment sur la notion d'USB-C. Ils vont donc sortir un nouvel encodeur qui s'appelle le XB5. Et plutôt que d'avoir un encodeur HDMI plus USB, en fait, ils vont tout simplement proposer un encodeur USB-C directement, qui va être capable d'encoder la vidéo, qui va être capable de fournir ce qu'on appelle le power delivery, donc la charge jusqu'à 100 watts via l'USB-C, qui va être capable évidemment de récupérer les périphériques distants, webcam et speakerphone, et qui aura un convertisseur DANT vers USB et USB vers DANT intégré pour la partie visioconférence. Ils mettent également à jour l'ensemble de leur gamme de wallplate, c'est tout simplement pour ajouter un connecteur USB-C à disposition. Maintenant, si on va voir en détail chacune des gammes, donc il va être important de reconnaître la connectique disponible, les fonctionnalités disponibles, et le schéma qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle l'audio workflow, ce qui permet de voir exactement ce qu'on est capable de faire en termes de flux entrant et flux sortant audio. Donc l'entrée de gamme, chez eux, c'est l'encodeur et le décodeur 5100, capable de transporter et d'encoder une source HDMI, et capable de décoder pour le décodeur vers de l'HDMI et de renvoyer un périphérique de visioconférence USB vers l'encodeur. Okay, donc, pris de manière simple comme ça, on a une solution d'extension HDMI plus USB. D'accord ? Et après, si on en ajoute un peu plus, on se retrouve avec une véritable matrice HDMI plus audio plus USB. Et quand on voit l'audio workflow, on voit que c'est assez pauvre, entre guillemets. La petite subtilité qu'on est capable d'avoir, c'est non seulement d'utiliser de l'audio analogique sur les encodeurs et sur les décodeurs, mais on a aussi l'encodeur qui va être capable de streamer en parallèle et sur son flux AV encodé Visionary, mais également en AES 67. Maintenant, si on monte un petit peu en gamme, on passe sur les encodeurs et les décodeurs des 5200. Donc, ces produits intègrent évidemment les fonctionnalités qu'on a vues sur les séries 5100. À ça, on ajoute un port d'extension Ethernet, dont on parlera plus en détail tout à l'heure, et également un sélecteur 2 HDMI plus USB-C pour la vidéo. En termes de workflow audio, on est toujours peu ou prou sur la même chose, à savoir de la transmission en stream Visionary plus de l'encodage en AES 67. Et si on monte encore un petit peu en gamme,
on passe sur les produits Duet 5, qui ont le même châssis que les 5200. La seule différence, c'est qu'on se retrouve avec une compatibilité Dante native, non seulement sur les encodeurs en termes, comment dire, d'ingestion et de redistribution Dante, mais aussi sur les décodeurs, toujours en ingestion et en redistribution Dante. Je passe assez vite sur les wallplates. Ils ont une wallplate qui fait HDMI uniquement, une wallplate qui fait HDMI plus USB pour la partie visioconférence. Et ils ont notamment une wallplate qui intègre un encodeur HDMI Visionary, mais également une passerelle Bluetooth pour être capable de streamer un flux audio Bluetooth soit vers un autre décodeur Visionary ou soit vers un réseau Dante. D'accord ? Et ça, c'est une fonctionnalité qui est... ce combo encodeur HDMI plus Bluetooth, c'est assez unique sur le marché. Ça ne répond pas à l'ensemble des besoins dans les salles de réunion. Par contre, on voit souvent quand on a un déploiement complet chez un client, ben, il y a toujours la cafétéria ou l'espace un petit peu polyvalent ou quoi que ce soit, où ils veulent être capables de se connecter en Bluetooth tout simplement pour diffuser de la musique ou des choses comme ça. Mais en fait, là, ici, on se retrouve avec un combo directement encodeur HDMI plus récepteur Bluetooth. Sur tous les produits compatibles où on a du routage USB, ce qui est important de comprendre, c'est que on ne va pas faire une connexion uniquement point à point entre un encodeur et un décodeur. Supposons que sur le décodeur, j'ai une barre de visio qui est connectée. Ben, mon encodeur va récupérer la barre de visio et puis c'est tout. Je vais être capable, depuis un encodeur, de récupérer les périphériques depuis le décodeur numéro 1, mais aussi le décodeur numéro 2, mais aussi le décodeur numéro 3, dans une limite de 4. Quel est l'intérêt ? Ça veut dire que déjà, je peux avoir plusieurs webcams dans mon installation, et je vais être capable de les mettre à disposition soit tout ensemble, soit une par une, en direction de mon ordinateur qui va faire la visioconférence. Et ça veut aussi dire que je peux très bien avoir ma caméra qui est branchée sur mon décodeur qui est derrière mon display, et mon DSP audio qui va être branché sur un décodeur dans le local technique, par exemple. Et ça n'empêchera pas mon ordinateur portable de récupérer ces deux périphériques comme s'il était connecté sur un hub USB, tout simplement. OK ? Un autre point différenciant très important, c'est qu'il y a un partenariat qui est très fort entre Visionary et Netgear. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Visionary fait des systèmes AV sur IP qui vont exploiter le protocole multicast. Et le multicast, en termes de configuration de switch réseau, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. On ne prend pas un switch sorti du carton, on le branche et puis ça va marcher. Dans la plupart des cas, il faut mettre un petit peu les mains dedans. Si vous n'êtes pas encore au courant, Netgear a créé des switches spécifiques pour l'audiovisuel qui intègrent des templates de paramétrage préécrits. Et dans tous ces templates, ben, il y a un profil de configuration dans la configuration de Netgear qui s'appelle spécifiquement Visionary AV Network. Ça veut dire que si on vient exploiter ce profil, ben, le switch va être automatiquement préparamétré et complètement optimisé pour transporter du flux Visionary. Okay ? Donc on voit qu'il y a un profil qui s'appelle Visionary AV Network, pour ne faire entre guillemets que du Visionary, mais la mention Visionary apparaît également dans les profils un peu hybrides AV sur IP plus AES ou également AV sur IP plus Dante, ce qui en fait une solution qui va être, on va dire, simple à intégrer d'une part, mais en plus de ça, à 100% supportée par les ingénieurs chez Netgear. Okay ? Si jamais un jour vous rencontrez un problème de configuration de switch et que vous avez du Visionary, si vous dites que vous avez du Visionary, ben, les équipes Netgear ne vont pas chercher un problème d'un produit, d'un encodeur ou d'un décodeur qu'ils ne connaîtraient pas ou qu'ils ne connaîtraient pas bien. Là, on est sur un partenaire certifié, ce qui va fluidifier toute la partie installation, support, etc., etc. Une autre fonctionnalité très intéressante chez Visionary, alors la première chose, c'est que leurs produits ne s'alimentent qu'en PoE simple, donc 15,4 watts maximum. Pourquoi c'est important ? C'est important déjà pour une notion de réduction de consommation.
ça va devenir de plus en plus critique dans le choix d'une solution. Et ce qui va être important pour vous en termes de vente et en termes de dimensionnement, c'est que parfois, quand on a des systèmes qui s'alimentent en PoE plus 30 watts, ben, on est obligé de passer sur une gamme supérieure de switch, non pas pour le nombre de ports, non pas pour la vitesse des ports, non pas pour les performances, mais uniquement pour la partie budget PoE, puissance PoE disponible. Okay, là, vu qu'on est en 15,4 watts maximum, ça veut dire que techniquement, en termes d'avant-vente et de choix de switch, on va choisir des switches 2 fois moins puissants que pour une solution qui serait PoE+, voire pire, PoE++ ou Ultra PoE. Okay. Et toujours lié au PoE et au réseau, ils ont une fonctionnalité qu'ils appellent PSE, ou PoE Pass-Through, qui est disponible sur les séries 5200 et Duet. Ces produits, qu'ils soient encodeurs ou décodeurs, ont 2 ports réseau. Okay, donc la première chose, c'est que le deuxième, ça va être un petit switch finalement, donc on va pouvoir envoyer de la donnée sur le deuxième port réseau. Mais en plus de ça, si on alimente le boîtier Visionary en PoE+, le boîtier Visionary va être capable de réalimenter en PoE un deuxième élément. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on voit. Par exemple, on a du réseau qui arrive sur le boîtier Visionary et sur le port réseau secondaire, on a une tablette qui est branchée. Okay, je vous montre très rapidement ce que ça peut donner. J'ai ici un boîtier Duet 5 et sur le port secondaire du PoE, pour vous donner un exemple, j'ai branché une tablette de réservation de salle Teams Room. Okay, et malgré ça, j'ai quand même qu'une seule connexion réseau entre mon local technique et mon boîtier Visionary. Une autre spécificité qui est très importante, c'est la capacité à prendre en charge ce qu'on appelle le VLAN tagging. Le VLAN tagging, ça va être intéressant quand on veut conserver un réseau avec des services qui sont complètement séparés. Dans le monde de l'audiovisuel, généralement, on va trouver 3 services réseau. Ça va être le réseau administratif ou le réseau de contrôle. Ça va être le réseau audio qui sert dans la très grande majorité des cas à faire du DANT et le réseau AV sur IP pour le transport de flux HDMI. Okay, là, les trois services que je viens de citer, ces trois services qui sont exploités dans une solution Visionary. On veut la contrôler et la paramétrer. On veut y faire transiter de l'audio en DANT ou en AES67 et évidemment, on veut aussi faire transiter de l'HDMI. Prix de base, un système, ces 3 services, on va les faire voyager sur un seul réseau. Par contre, dans certains cas, ces 3 services, on veut les séparer sur 3 VLAN différents, ce qui fait qu'ils sont bien isolés les uns des autres. On est capable de paramétrer les boîtiers Visionary pour faire en sorte que même s'ils n'ont qu'une seule liaison réseau, on va être capable de leur amener de manière isolée le réseau DANT, le réseau HDMI et le réseau administratif. Ces 3 réseaux ne se verront pas l'un l'autre. Par contre, le boîtier Visionary, eux, sera capable de les utiliser. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une liaison trunk. Visionary vous met également à disposition un superviseur. La plupart du temps, dans la concurrence, on va trouver des superviseurs hardware. C'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter un boîtier qu'on va brancher sur le même réseau, et ce qui va permettre de gérer les mises à jour, faire de l'autodétection, pourquoi pas un peu de routage sur l'installation existante. Ça peut faciliter l'installation, ça peut faciliter la maintenance, ça peut faciliter le contrôle. D'accord ? Visionary, eux, ils ne fabriquent pas de boîtier. Ce qu'ils proposent, c'est un logiciel gratuit qui va être installable sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Et en fait, c'est un logiciel de service. Ça veut dire que je le fais tourner de manière permanente quelque part sur mon réseau, sur une machine, Windows, Mac, Linux, peu importe. Et après, depuis mon PC portable, je vais accéder à mon interface de supervision via une page web. D'accord ? Donc en fait, je fais tourner un petit logiciel serveur quelque part, et derrière, je peux l'exploiter un petit peu d'où je veux. Et avec ce logiciel, on va être capable de faire de l'autodétection, faire de la mise à jour en masse, faire du reboot, faire du reset, et également faire du routage et de l'enregistrement de presets en drag and drop, avec des previews, comme on peut voir en haut à droite. Une petite fonctionnalité qui sera rarement utilisée, mais qui, par contre, dans certains cas, peut sauver un chantier ou répondre à un cahier des charges très particulier,
un décodeur est capable de recevoir un flux AV Visionary et évidemment le transformer en HDMI pour être envoyé sur un display. Ces décodeurs, Duet ou D5200, vont également être capables de récupérer un flux Visionary, mais plutôt que de le transformer en HDMI, ils vont aussi en parallèle être capables de le convertir en ce qu'on appelle UVC, c'est-à-dire en signal type webcam. Ça veut dire que je peux très bien me créer un système multicam, d'accord? Je vais encoder toutes mes caméras, et derrière, à l'aide de mon décodeur, je vais l'envoyer en USB dans mon PC qui gère la visioconférence, ou dans mon PC qui aurait un enregistreur, ou dans un codec, pourquoi pas. Voilà, ça en fait un convertisseur AV sur IP vers USB. J'en ai fini pour la partie théorique. Maintenant, on va mettre un petit peu les mains dedans. Donc, pour vous expliquer notre setup de démo, j'ai à ma droite un petit rack technique dans lequel je vais avoir une wall plate avec Bluetooth intégré et un encodeur Duet 5. Et derrière moi, je vais avoir un décodeur D5100 sur mon flip ici et un décodeur D5200 sur mon moniteur ici. Sur mon décodeur du flip, j'ai une webcam qui est branchée là-haut, d'accord? Et sur mon décodeur de mon moniteur ici, j'ai une barre de visioconférence. OK? La première étape qu'on va voir, parce que c'est vous aussi la première étape que vous allez suivre lors de l'installation d'un produit, ça va être le paramétrage du switch. D'accord? Donc, je vais basculer sur mon PC technique et je vais aller me connecter à mon switch sorti d'usine. Il est ici. Pour ceux qui ne connaissent pas les switches Netgear AV-Line, la première chose qu'il va me demander, c'est de créer un mot de passe. OK. Et là, on voit que je suis connecté sur mon switch, sur l'interface d'administration. D'accord. Je vois que j'ai deux éléments qui sont branchés sur ces ports-là, mais jusqu'ici, c'est à peu près tout. OK. Et donc, passer toute l'étape de la partie mise à jour, mot de passe, etc., ben, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller créer un profil un VLAN, intégrant le profil Visionary. Donc, je vais dans mes profils, je vais sélectionner Visionary Network, je vais taguer, pas taguer, mais sélectionner mes 4 premiers ports. Hop. Je vais créer un serveur DHCP, parce que ça sera plus simple pour moi en termes de gestion et d'installation. J'applique. Et là, potentiellement, mon paramétrage de réseau, il est terminé pour fonctionner avec du Visionary. OK? Et à quoi je vois que ça fonctionne bien? C'est-à-dire que j'ai bien mes ports réseau qui sont sur mon VLAN type Visionary, ici, et on voit que j'ai automatiquement un petit logo Visionary qui apparaît sur le port parce qu'à cet endroit spécifique, j'ai bien un produit Visionary qui est branché. Et si je passe dessus, ma souris, grâce à la communication entre le switch et le produit Visionary en LLDP, je vais avoir tout de suite mes informations qui vont remonter, à savoir adresse MAC, adresse IP, consommation PoE, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ça en fait, pour ceux qui se disent le paramétrage d'un switch, c'est quelque chose qui peut être compliqué, problématique, ou je ne sais pas faire. En fait, techniquement, ma configuration de switch, ici, elle est terminée. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est fait en 2 minutes. D'accord? Je vais arrêter avec ce switch-là. C'était juste pour vous montrer la configuration. Et maintenant, on va aller voir à quoi ressemble une page de configuration d'un produit Visionary. D'accord? Donc, je vais commencer par mon encodeur Duet. On a une première page
on va dire une petite page de diagnostic qui nous donne, hop, je vais zoomer un peu, quelques éléments. Et je vais aussi avoir la possibilité de prendre un snapshot de ce qui est encodé pour être sûr que j'ai bien une source qui rentre. Okay, et en dessous, je vois que mon encodeur reçoit une source qui fait du 3840 par 2160 en 30 Hz. Ensuite, je vais avoir le paramétrage réseau traditionnel de mon produit. Je vais aller lui fixer une adresse IP. Et je vais aller lui donner un nom pour pouvoir l'identifier facilement. Je peux récupérer sa MAC adresse. Et pour la partie VLAN, on verra un petit peu tout à l'heure. OK ? Là, ce qu'on voit, c'est qu'en bas, Unit PSE Enable, ça, je l'ai passé à true. C'est juste pour autoriser le boîtier Visionary à venir réalimenter un deuxième produit sur son port secondaire, la tablette de réservation de salle. En termes de configuration, là, vous allez voir qu'au niveau audiovisuel, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Déjà, Stream Mode, par défaut, c'est en multicast. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on voudra l'utiliser. Mais on verra qu'on peut aussi le paramétrer en unicast, ce qui peut être intéressant dans certains cas quand on veut transmettre un flux d'un certain sous-réseau vers un autre sous-réseau pour être capable de le router facilement. Okay. Actuellement, je suis en stream bitrate auto. Ça veut dire que le système s'autogère en termes de bande passante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un signal encodé Visionary peut atteindre jusqu'à 800 mégas. D'accord. Par contre, je peux très bien le mettre en manuel et limiter la bande passante pour des cas spécifiques. Quand j'ai un réseau qui n'est malheureusement pas taillé pour tout faire passer, quand je veux faire du diagnostic, etc., je suis capable de réduire la bande passante. Je vais choisir depuis quel signal est récupéré l'audio. Vous voyez, dans mon encodeur, je peux dire tu envoies l'audio depuis l'HDMI, mais tu peux aussi envoyer l'audio depuis une source DANT ou depuis une source analogique. D'accord. Et je peux choisir quelle entrée je vais streamer par défaut. Donc là, actuellement, je suis en automatique, et ça veut dire que l'ordre de priorité, ça va être HDMI 1, puis HDMI 2, puis USB-C. Okay. Sinon, je peux le mettre en manuel, en piloté, et sinon, je peux changer mon ordre de sélection automatique sur mon sélecteur intégré. Je peux manager ma compliance HDCP, ça veut dire que je peux très bien dire à l'encodeur, tu te déclares comme non compatible HDCP, tu te déclares comme compatible HDCP 1, peu importe, 1.x, ou compatible HDCP 2.x, donc 2.2, 2.3. Je vais pouvoir faire des edits, alors soit des edits qui sont stockés ici, ou soit des edits custom entrée par entrée, c'est-à-dire que je peux très bien avoir un edit UHD 60 Hz sur l'entrée HDMI 1 parce que c'est ce qu'on attend pour la source, pour l'optimiser, et demander un edit 1080p 30 Hz pour la seconde entrée. Okay. Et j'ai la possibilité de charger un edit custom. Alors, ce que recommande Visionary, c'est de faire la création d'edit sur un logiciel développé par Analogway. Des fois, on est obligé de parler un peu de la concurrence. Analogway, ils ont un logiciel qui s'appelle AW Edit Editor, qui est extrêmement bien fait et qui permet de créer des edits au format accepté par les produits Visionary. Okay. Et enfin, en bas, on a des options pour autoriser ou non le transport USB, optimiser la partie USB KVM, autoriser ou non le port RS232 et autoriser ou non les ports GPIO, parce qu'on a 4 GPIO en tout sur un produit Visionary. Dans la partie système, rien de spécifique. Redémarrer, remettre à zéro, changer le mot de passe, mettre à jour. D'accord ? Maintenant, si on va sur l'encodeur wallplate avec Bluetooth intégré, je ne vais pas vous refaire la liste des paramètres communs par rapport à ce qu'on a vu précédemment. D'accord ? Par contre, ce qu'on va voir, c'est que dans la partie configuration, on va aussi avoir accès à la partie Bluetooth. Okay ? Et dans le contrôle Bluetooth, je vais pouvoir allumer ou éteindre le Bluetooth, mettre le Bluetooth en mode pairing, déconnecter le produit Bluetooth connecté à l'instant T, et je vais également pouvoir faire un forget, donc oublier tous les produits qui auraient été connectés auparavant. Tous ces boutons, ils sont évidemment accessibles depuis l'automation et dans un lieu, on va dire, hybride et commun dans une société où on
on accepte que les personnes viennent se connecter en Bluetooth, la salle commune, la salle de sport, etc., etc., il faut que les gens puissent se connecter facilement. Donc ça, on peut le faire avec le bouton en façade sur le wallplate. Mais surtout, on ne veut pas que les gens restent connectés. Parce qu'on n'a pas envie qu'ils oublient de déconnecter leur Bluetooth, ils s'en vont de la salle et puis il y a leur musique qui continue à tourner, etc., etc. Et donc, ça veut dire que dans l'automation, on peut très bien ajouter à la séquence power off de la salle un disconnect et un forget de tous les produits Bluetooth qui auraient été connectés. Généralement, tous les téléphones. D'accord ? Maintenant, si je me rends sur un décodeur, cette fois-ci, on a toujours, alors là, pas de preview parce que je n'ai pas envoyé d'image, le paramétrage réseau, toujours le même, et là, la configuration, il va y avoir quelques petites différences. La première chose, c'est que déjà, on peut gérer le volume analogique directement, et on va pouvoir agir sur le scaler. Il y a une chose qui est très importante chez Visionary, c'est que l'ensemble des décodeurs sont équipés d'un scaler. Il n'y a pas une gamme avec et une gamme sans, il y a un scaler à chaque fois. D'accord ? Et donc là, par exemple, j'ai indiqué, je veux que, quel que soit le signal que tu reçois, tu vas me le transformer en 2160 Hz parce que c'est ce qu'attend mon display pour fonctionner le plus rapidement possible. Ok ? Je vais également pouvoir faire de la gestion HDCP sur les décodeurs. Ça veut dire que je vais pouvoir respecter l'HDCP qui est exploité par le flux que je lui envoie, mais aussi je peux le forcer à faire de l'HDCP 1. Je sais pas quoi, ou 2.2, 2.3. Je peux évidemment agir sur ma sortie pour faire rapidement un mute, un démute, afficher un logo ou éteindre carrément la sortie. Okay, ça peut être intéressant en termes d'automation. Quand on ne veut pas aller piloter les moniteurs en RS232 ou que sais-je, on peut tout simplement jouer sur les mises en veille et faire soit une coupure de signal, ou soit un écran noir, ou soit un fond d'écran. Et on voit aussi que je peux mettre un background custom. Là, ce qu'on peut voir sur mon moniteur qui est ici, c'est le background de base Visionary quand il ne reçoit pas de source. Par contre, ce qu'on voit derrière sur cet écran, on est toujours sur le background de base Visionary, mais c'est moi qui suis allé lui uploader un fichier JPEG, okay, pour qu'il affiche ça. C'est toujours plus sympa que quelque chose qui est en anglais et qui dit merci d'envoyer une source valide. Okay. Alors, comment ça se passe du point de vue de l'interface de configuration pour aller lui indiquer je veux que tu ailles chercher tel encodeur ou je veux que tu ailles chercher tel encodeur. Ben, en fait, je vais tout simplement lui indiquer l'adresse IP de l'encodeur que je veux qu'il récupère. Donc là, je connecte. Le temps qu'il fasse ses négociations edit, voilà. J'ai mon click share qui apparaît bien derrière. Et si je me rends sur mon deuxième décodeur, là, l'adresse IP est pré-remplie. Voilà, il y a bien mon PC qui est affiché ici. Okay. Donc, vu qu'on est sur l'initialisation de la connexion, de la récupération de flux, on a vu que ce n'est pas instantané, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de produit qui savent faire de l'instantané. Par contre, ce qu'on peut voir, si on regarde toujours l'écran qui est à ma gauche ici, c'est que si je bascule sur ma deuxième source, voilà, c'est instantané et sans coupure. Okay. Quand on bascule d'une source à une autre qui sont disponibles sur le réseau, le switch se fait immédiatement. Et surtout sans clignotement. Okay. Ici, maintenant, là, ce que je vous montre, c'est l'interface qu'on appelle V-Lite. C'est le logiciel de supervision gratuit, comme je vous disais, de chez Visionary. Donc, en fait, ben là, mon logiciel, il est en train de tourner quelque part sur mon réseau, sur une machine. Et moi, depuis mon PC de configuration, mon PC de maintenance, ben, je vais avoir automatiquement tous mes produits qui vont remonter. Je peux cliquer dessus pour aller y accéder à leur page web de manière très rapide. Je peux contrôler leur firmware.
Je peux faire des updates un par un ou tous en même temps et des factory reset sur tous les produits. Si je vais dans la partie routing, je peux tout simplement faire un drag and drop de ma source vers mon écran. Okay. Donc ça, pour la partie diagnostic, dépannage, etc., c'est quelque chose qui est toujours intéressant, surtout quand ça ne coûte rien, ni en logiciel, ni en hardware. Donc on a vu rapidement, paramétrer le switch, ça va assez vite. Ensuite, paramétrer chacun des boîtiers Visionary, je vais fixer leur adresse IP, et ensuite je vais faire mes ajustements audiovisuels, edit, résolution, HDCP, etc., etc. Et on a une solution qui va être prête à fonctionner. Okay. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin en termes de paramétrage, je reviens dans mon encodeur, par exemple, je vais dans ma partie réseau. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a parlé du fait que les produits Visionary sont capables de supporter le VLAN tagging. Et donc, on est capable de paramétrer leur port réseau en port trunk. Si jamais, par exemple, sur ma wall plate, j'active le trunk, ici, ça va être un mauvais exemple. Je vais aller sur mon encodeur, excusez-moi. Voilà. On voit que, au niveau de mon paramétrage, je suis capable de lui renseigner 3 réseaux différents. Un réseau pour les streams, un réseau pour le Dante, et un 3e VLAN qui, lui, pourra être envoyé uniquement au port d'expansion. Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer directement un VLAN au port d'expansion et pourquoi c'est intéressant? Là, on voit qu'ici, j'ai une tablette de réservation de salle. Okay, cette tablette de réservation de salle, elle a besoin d'accès à Internet. Il y a quand même très peu de chances pour qu'elle se retrouve sur le même VLAN que la partie audiovisuelle. Mais je peux très bien dire, le VLAN administratif pour l'accès à Internet, je ne vais te l'envoyer que sur ton port d'extension. D'accord? Et comme ça, on ne risque pas d'aller perturber un réseau avec un autre. OK? Là, je ne vais surtout pas sauvegarder pour ne pas faire une bêtise. On voit qu'actuellement, mon ordinateur qui est ici, qui est encodé via un encodeur, est envoyé sur ce moniteur. Et derrière le décodeur de ce moniteur, j'ai également une barre de visioconférence qui est branchée. Et donc voilà, on voit que mon ordinateur portable est capable de récupérer la barre de visioconférence qui est là-bas, d'accord, au travers du décodeur. Maintenant, ce que je peux faire, c'est également envoyer mon ordinateur en direction de mon autre décodeur. Alors, est-ce que c'est celui-là? OK. Et si je reviens dans mes périphériques disponibles pour ma visioconférence, j'ai toujours ma Yealink S40. Mais je vois que maintenant, j'ai aussi récupéré la caméra qui est sur mon 2e décodeur. D'accord? Donc, je me retrouve avec un espèce de hub USB sur IP virtuel qui va me permettre de choisir mes périphériques et de tous les mettre à disposition. Maintenant, on va voir dans certains cas, on va dire, j'aimerais bien récupérer le périphérique USB qui est sur tel display, mais par contre, je ne veux pas nécessairement envoyer mon image. Et jusqu'ici, ce que j'ai vu, c'est que je fais de la connexion, tous services confondus, d'un encodeur vers un décodeur. Par contre, si je reviens ici sur le décodeur de mon flip, par exemple, je peux très bien décocher cette case, et ça veut dire que de manière indépendante et de manière parallèle, je vais pouvoir gérer mon matrissage vidéo, mon matrissage audio et mon matrissage USB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, je préfère que mon décodeur affiche mon ClickShare, donc là, j'ai changé son flux vidéo. D'accord? Par contre, si je reviens sur ma caméra, ma petite webcam qui est là-haut, elle est toujours routée vers mon PC. Donc, ça en fait une solution qui est extrêmement flexible. L'audio d'un côté, la vidéo de l'autre, et l'USB sur un plan encore différent. C'est ce qu'on appelle le breakaway. Okay, c'est disponible, c'est les fonctionnalités qui sont disponibles dans les matrices plutôt haut de gamme ou sur les systèmes AV sur IP plutôt haut de gamme également.
D'accord ? Et il y a une catégorie de personnes qui est quasiment omniprésente, qu'on n'oublie pas dans le monde de l'intégration, c'est les programmeurs d'automation. Évidemment, les produits Visionary sont pilotables. On sait qu'il y a des modules Crestron qui existent déjà, des modules Q6 qui existent déjà, des modules Kramer qui sont dans la base de données également. Pour la partie Extron, on n'a pas encore vérifié si c'était dans la base de données, mais ceux qui ont des logiciels et des comptes Extron, je vous laisserai vérifier, mais il y a quand même peu de chances que ça ne soit pas disponible. D'accord ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le système d'automation que vous allez utiliser ou le développement que vous souhaitez faire, chez Visionary, en fait, l'API de contrôle, elle est publiquement accessible et surtout, elle est lisible. D'accord ? On peut l'utiliser soit en mode HTTP ou soit en mode UDP. Et je vais vous donner un exemple ici. Donc là, actuellement, j'ai une console TCP/UDP qui est connectée sur un des décodeurs. Et alors, je ne sais pas sur lequel je suis. Si par exemple, j'envoie telle commande ici, voilà. J'ai envoyé une commande de switch, et vous avez vu, ça a été quasiment instantané. Je recommence dans l'autre sens. Voilà. OK ? Pas d'hexadécimal, c'est que du texte explicite. C'est pas des trames à rallonge qui font 600 caractères. Et avec l'automation, en fait, vous allez pouvoir exploiter l'ensemble des paramètres qu'on a pu voir dans l'interface web, tant des paramètres de paramétrage, de configuration, que des paramètres d'exploitation. Changer de source, ajuster un volume, muter une sortie vidéo, changer de routage USB, etc., etc. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de la démo. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre kit de démo, c'est un kit de démo CDEV, donc qui est en permanence chez nous. Si vous voulez passer chez nous, faire des tests ou qu'on fasse une démo en réel, il n'y a pas de problème, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez un prêt de matériel, faites-nous la demande. Si le kit est dispo, on se fera un plaisir de vous prêter les produits et de vous accompagner dans votre test, votre POC, votre démo client, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est que nous, on reste connectés encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions sur Teams. Et puis sinon, pour ceux qui nous quittent, je vous remercie pour votre attention.